Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bélita de Bangi. Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un livre plein de secrets qui s'appelle « Le guide secret de Toulouse et de ses environs », écrit par Colette Berthès. Un petit bonheur. Je vais vous lire quelques lignes pour vous donner déjà un avant-goût de ce livre. Il était une fois une ville unique, exceptionnelle, Tolosa, dont les racines, si l'on en croit la légende, plongeaient dans la nuit des temps. Ne disait-on pas à la Renaissance que la cité avait pour fondateur Tholus, petit-fils de Japhet, fils de Noé, n'oubliez pas Noé, l'arche de Noé, à qui avaient échu après le déluge les terres d'Europe et du Proche-Orient. Avec une telle origine, il est naturel que la ville ait été, de toute éternité, bénie des dieux qui y ont élu domicile, parfois se combattant, souvent sachant cohabiter. Colette Berthès, bonjour, merci de venir à Radio Présence. C'est un bonheur de vous recevoir, ça n'est pas la première fois que vous venez. Je vais vous présenter en quelques mots à nos amis auditeurs. Vous nous donnez aujourd'hui ce petit guide secret de Toulouse à découvrir, à lire et à avoir dans notre sac à main et dans nos cartables et partout sur nos tables. Mais c'est un livre d'histoire, bien sûr, mais vous n'êtes pas qu'historienne. Vous avez écrit aussi de nombreux romans. Vous êtes aussi rédactrice pour le théâtre. Vous avez fait de nombreuses choses. Vous vous occupez aussi de la cause palestinienne. Vous vous êtes occupé de nombreuses associations. Vous vous occupez aussi d'un festival de cinéma. Vous êtes une personnalité très riche et c'est pour nous formidable de vous recevoir pour une deuxième fois à Radio Présence. Merci, bonjour. Je suis venue à Radio Présence il y a longtemps autour de la peine de mort au Texas et des condamnés à mort. Et c'est vrai que j'ai du plaisir à revenir puisque l'accueil est agréable et le lieu aussi, donc tout va bien. Alors, nous allons aborder ce petit guide secret de Toulouse. Et chers amis auditeurs, écoutez bien parce que vous allez découvrir que vous ne connaissez pas bien cette ville que nous aimons tous et que nous chérissons tous. Colette Berthès nous fait découvrir des choses importantes qui paraissent légères mais qui sont quand même très importantes. Il y a de nombreux sujets abordés, tout concerne Toulouse, c'est de l'histoire ou de la légende, mais de la légende nourrie sur Toulouse. Et alors, je vais commencer par une chose qui m'a frappée dans ce livre, c'est la tour Morand. La tour Morand, oui. Voilà, chers amis auditeurs, écoutez bien, cette tour Morand, elle est en plein cœur de Toulouse et qui la connaît alors qu'elle est vraiment à côté de l'église Saint-Cernin? Colette Berthès, je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette extraordinaire tour. En fait, la tour Morand, c'est tout ce qu'il reste d'une très grande maison qui appartenait à la famille Morand au Moyen-Âge, au temps du catharisme et de Raymond VI, donc du dernier comte de Toulouse. Et elle était tout proche de Saint-Cernin, en effet, puisque c'était une maison d'un riche bourgeois toulousain, qui était, je me semble qu'il était Capitoul d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, et puisque j'ai écrit le livre il y a longtemps, et il faudrait aussi que je me replonge un petit peu dans l'histoire, j'en ai écrit beaucoup d'autres entre-temps, donc voilà. Et donc, ce Morand était surveillé par l'Église, d'ailleurs il avait dû renier la foi cathare, le catharisme, se reconvertir. Il était donc très surveillé, mais en même temps, dans son cœur, la famille était restée cathare. On ne disait pas cathare à l'époque, on disait bon chrétien. Oui, à l'époque, on ne disait pas le mot cathare. Voilà, c'est le mot qui était péjoratif et qui était employé par les ennemis des bons chrétiens. Et donc, cette tour était la tour d'angle et la maison a été démolie. Et depuis, après, bien sûr, il y a un grand ensemble de bâtiments maintenant qui est connu, puisque c'est l'ENSA, enfin l'École nationale d'audiovisuel. Oui. Mais la tour est restée dans l'angle. Et c'est la seule chose qui reste, on la voit de l'extérieur. Après, quand on rentre, ce que je dis toujours aux gens, si vous voulez voir les plus belles toilettes de Toulouse, il faut aller à l'ENSAV et descendre au sous-sol de la tour Morand, parce qu'il y a le sous-sol est entièrement voûté, comme la plupart d'ailleurs des bâtiments de Toulouse au centre-ville, voûté en briques roses. Et
l'École nationale a établi ses toilettes dans les sous-sols voûtés qui sont une splendeur. Donc je dis toujours, il faut descendre au sous-sol de la Tour Morand pour voir les plus belles toilettes de Toulouse. Mais en fait, ça a un rapport au catharisme et en particulier, il y a un lien aussi avec le dernier comte de Toulouse, avec Raymond VI, puisque c'est là que Raymond VI, mourant, quand il a eu un AVC, une crise cardiaque, je ne sais pas trop, devant l'église de la Dalbade où il priait, puisqu'il était excommunié, qu'il ne pouvait pas rentrer prier dans l'église, il priait devant la porte. Il a été amené chez son ami, la famille Morand, et il y a eu un épisode rocambolesque, parce que dès que tout le monde a su que le comte de Toulouse était mourant chez les Morand, le clergé de Saint-Cernin, le prieur, je ne sais pas comment on appelait ça, le responsable, a aussitôt voulu récupérer le corps et lui donner l'absolution, mais il paraît qu'un parfait cathare est arrivé avant pour donner le consolamentum au comte. Et oui. En plus, donc, le Saint-Cernin voulait récupérer le corps. On ne sait pas trop si c'était pour l'enterrer chrétiennement ou le brûler. On ne sait pas trop, ça, on n'y était pas. Mais heureusement aussi, le chevalier de Saint-Jean est arrivé, puisque le comte s'était donné à la congrégation de Saint-Jean. Et ça a été rocambolesque. Il est arrivé avant les prêtres de Saint-Cernin, et il a jeté son grand manteau sur le comte. Il était sous la protection des chevaliers de Saint-Jean, donc l'Église ne pouvait plus toucher au corps du comte. Oui, c'est très intéressant de voir ce qui se passait à cette époque. C'est quand même en 1182, ces histoires, c'est donc au XIIe siècle. Oui, oui. On voit donc ces guerres de religion redoutables entre les bons chrétiens et les chrétiens. Et l'Église catholique. Et on voit que Père Morand, qui était quand même... Père Morand, qui était quand même consul, il a été persécuté quand même. Tout à fait. Lui et sa famille. Lui et sa famille ont été persécutés, et malgré quand même le poste important de Capitoul, puisque c'était quand même des gens qui avaient pignon sur rue, les Capitouls, ça n'a pas empêché les persécutions contre lui, mais il a été très rusé, il s'est débrouillé quand même pour, malgré tout ce qu'on voulait lui faire, pour quand même survivre et ne pas se faire assassiner. Il y a d'autres choses qui sont... Alors, dans le livre, il y a donc un tout petit chapitre, ce sont des chapitres très petits, qui vous mettent la puce à l'oreille, parce que le guide secret de Toulouse, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure en introduction, c'est édité aux éditions Ouest France. Ce sont des petits livres qu'on peut mettre dans son sac à main, et où les sujets sont ébauchés pour vous permettre d'aller plus loin après et de creuser notre histoire et l'histoire de France. Et là, l'histoire de Toulouse, bien sûr. Donc cette tour Morand, il faut aller la voir, elle est quand même du XIIe siècle, vous pouvez aller la voir. Alors le livre est très bien fait parce qu'il existe exactement, il donne l'adresse exacte, 56 rue du Thor, École supérieure d'audiovisuel, les murs font 2 mètres d'épaisseur et c'est quand même pas si fréquent, donc c'est bon pour... puis le bâtiment lui-même est très beau, on peut rentrer dans la cour intérieure et c'est magnifique. Voilà. Le bâtiment qui a été construit ensuite sur les ruines de la maison Morand est très, très voilà, et ça, c'est pas dans les circuits touristiques, c'est pas très connu encore, donc vous pouvez y aller, chers amis auditeurs. Alors, il y a, après cette tour Morand, la famille Morand, famille cathare donc, ou famille de bons chrétiens, il y a dans votre livre une histoire qui m'a fait sourire, parce qu'on est au XIIIe siècle, là, c'est le miracle de la mule, où il y a toujours cette opposition entre les chrétiens, entre les catholiques, et les bons chrétiens, puisque donc c'est l'époque où nous dirions les cathares, même si à l'époque ce mot ne s'employait pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de la mule, oui. Le miracle de la mule, parce que c'est très, très amusant. Alors c'est Saint Dominique, il me semble, non Oui. Voilà, qui voulait... Parce que avant l'Inquisition... Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine, mais avant que l'Inquisition ne soit créée, et avec ses méthodes, puisque l'Inquisition, et qui a duré longtemps, puisqu'elle a concerné les cathares, les juifs, les protestants, enfin des tas de gens. Oui, malheureusement elle a duré jusqu'à très tard. Il n'y a pas que les cathares qui en ont profité. Voilà, les juifs et les protestants ont eu les mêmes sorts. Beaucoup de gens en ont profité, les sorciers, les sorcières. Les sorciers, les sorcières, absolument. Ouais. Donc, il y avait des gens, avant l'Inquisition et la torture, qui voulaient convaincre par la parole et par la force, puisque les bons chrétiens étaient très forts dans la discussion. Ils savaient argumenter. Dans l'argumentation, argumentio, justement. Et donc, c'est
prélat cathare, enfin, je ne sais pas si on pouvait dire un prélat ou un évêque, enfin, qui rencontre donc un prêcheur, le prêcheur, et qui alors, comment c'était déjà? Alors, en fait, il veut convaincre quelqu'un qui est bon chrétien, enfin qui est cathare, et qui veut le convaincre de se reconvertir au catholicisme. Voilà. Parce qu'en fait, il pouvait se reconvertir, abjurer le catharisme. Et donc, le pari est que si on laissait une mule ou un âne, bon, la légende dit une mule, d'autres disent un âne, sans manger pendant quelques jours pour l'affamer. Pour l'affamer. Et donc, alors en fait, on va affamer une mule, et après, celui qui représente les catholiques va présenter soit du foin, soit une hostie. Voilà. Et donc, on veut savoir si la mule mangera le foin, va se précipiter pour manger le foin, ou l'hostie. Et si c'est l'hostie... Donc, les catholiques pensent qu'ils auront gagné. Voilà. Si c'est l'hostie, ça veut dire que la mule elle-même reconnaît que c'est le corps du Christ dans l'hostie, et que donc le catholicisme est bien plus fort que le reste. En effet, bien sûr, la mule, quand elle est affamée, la mule choisit les catholiques. Voilà, elle se prosterne, elle reste immobile dans cette position. Devant l'hostie. Voilà. Et donc la tradition dit que Saint Antoine, encore une fois, a gagné. Voilà. Bon, Saint Antoine de Padoue a gagné. Alors, on en parle beaucoup, enfin c'est connu quand même cette histoire. Oui, il y a plein de légendes qui tournent sur Toulouse autour de la religion. Alors celle-là, il y a celle sur le chemin de Saint-Jacques aussi, celle du pendu, des pendus, qui a été soutenue par les anges pendant que son père faisait un pèlerinage. Et il y a beaucoup de légendes autour de Toulouse. Et il y a aussi... il y en a jusqu'à l'époque actuelle, c'est ça qui est étonnant. Il y en a jusqu'à l'époque actuelle. Oui, ça c'est vrai. Bon, alors je continue dans la lecture de ce livre, et je tombe maintenant à la page 28 sur le saint de Toulouse. Alors, celui-là, je n'en avais jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Donc, un colosse barbu, né Léon Clerc dans le Tarn. Pierre-Marie-Antoine. Voilà. Et donc, il ne vient pas de très loin. Et alors, celui-là, ça se passe beaucoup plus tard. Ça se passe en 1857. Il arrive à Toulouse. Et alors, chers amis auditeurs, avez-vous entendu parler de Père Marie-Antoine, le saint de Toulouse? Je vous donne la parole. Alors, il était très connu à son époque. Tous les journaux et tout le monde en parlait. Oui, visiblement, en fait, dans le livre. C'est une époque en France où il y a eu des missions pour reconvertir la France, puisqu'on était en pleine époque d'athéisme, d'anticléricalisme, de montée aussi du social, enfin du Marx, toute cette époque-là. Donc, il y a eu des missions dans toute la France. Et donc, pour Père Marie-Antoine, et c'était son nom de religieux, Toulouse était une terre de mission. Mais en même temps, c'était un homme, puisqu'il était apparemment, d'après ce que dit son histoire ou la légende, très bon, qui s'occupait des pauvres, qui s'occupait des miséreux, qui vivait du côté de la côte pavée, là-bas, un endroit qui était la banlieue de Toulouse, qui n'était plus Toulouse. Qui était la campagne à l'époque. Qui était la campagne, où les gens, il y avait des paysans, des petites gens avec des petites maisons, des jardins. Il s'occupait des vagabonds et des misérables. Voilà, et des gens ordinaires. Et donc, ce Pierre-Marie-Antoine faisait des miracles. Oui. Et il convertissait les gens par la parole, là aussi, un peu comme ces fameux premiers avant l'Inquisition voulaient convertir les gens par la parole et par la persuasion. Et en particulier, il y a un miracle qui est très connu de lui, c'est le miracle du chou. Voilà, alors écoutez bien, chers amis auditeurs, parce que cette histoire, on dirait que ça sort d'un conte pour enfants, mais c'est un miracle de l'époque, au 19e. Non. Alors, il y avait un monsieur dont je ne sais plus le nom, parce que j'ai un peu... Jean, un pauvre ouvrier. Un pauvre ouvrier, Jean, qui avait un petit jardin, comme tous les ouvriers. Et qui avait un peu oublié le bon Dieu, lui. Tout à fait, même, il l'avait oublié. Et donc, lui, le père faisait le tour des maisons, et essayait de convertir les gens, de leur dire « venez à l'église, venez prier ». Et ce gars, il n'avait pas le temps. Hein. Il travaillait toute la semaine ouvrier, c'était 60 heures par semaine à l'époque. Et le dimanche, son jardin, il n'avait pas le temps d'aller à l'église. Et donc, le père arrive à le convaincre de venir à la messe le dimanche. Et il lui promet la gratitude de Dieu. Voilà, il lui promet la gratitude de Dieu. Et ça a marché. Et il a béni le jardin. Voilà, Père Marie-Antoine a béni son jardin. Et alors, écoutez bien, chers amis. Et alors là, après la messe, enfin très vite, il y a un chou qui s'est mis à grimper, à monter très très haut, à grossir, à devenir énorme. On n'avait jamais vu de chou comme ça. Hein. 2 mètres de haut. Ouais, 2 mètres de haut. Il n'y avait pas encore d'OGM, mais bon, déjà...
Je sais pas. Les feuilles s'ouvraient en éventail. Voilà. Alors, il paraît qu'il a été dessiné par les journaux de l'époque. Les journalistes sont venus, les voisins sont venus. Ça a été le miracle. Toute la ville a couru pour voir ce phénomène. Voilà, c'est prouvé. Et donc, le gars, bien sûr, s'est converti. Mais le gars était très futé, l'ouvrier. Il était malin. Il a fait payer un sou à chaque personne qui voulait admirer le chou, le voir, le dessiner, en faire le tour. Et avec tous les sous qu'il a récoltés, il a pu marier ses filles, alors que très pauvre, il ne pouvait pas les marier. Donc, en effet, Dieu a fait un miracle ce jour-là. C'est un très joli miracle, très poétique, très... miracle du chou. Très joli et il miracle. était tellement connu que même le Guignol, quand le Guignol jouait qu'il allait mourir sous les coups, on racontait que le Guignol, en jouant, les acteurs disaient « Je veux Père Marie-Antoine pour mon absolution » ou des choses comme ça. Oui, il faisait partie des personnages du Guignol. Tout à fait. Il était devenu, comme on dit en Provence, on devient un santon, et là, à Toulouse, où il y avait Guignol, il est devenu un personnage du Guignol. Guignol l'appelait au moment quand il était blessé, en danger de mort. Voilà. Enfin, il a converti beaucoup de gens, apparemment. Oui, ça a été un personnage important, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour information, il est installé... Il est enterré dans le couvent qui est toujours... oui, au couvent des Carmes. Des Carmes, oui. Voilà, la tombe du Saint. Il y a un grand jardin, il est dans le jardin, la tombe est dans le jardin. 33 avenue Jean Rieux. Oui. Chers amis auditeurs, si vous voulez y aller, 33 avenue Jean Rieux, chez les frères Carmes. Oui, on peut aller sur sa tombe. La tombe du Saint de Toulouse. On va continuer avec des histoires extraordinaires. On va passer à Helena, une sainte pas très catholique, religieuse, gitane ou magicienne. Oui. À vous. Alors là, Sainte Helena, je l'ai découverte en me promenant dans le cimetière de Terre-Cabade, qui est un cimetière magnifique pour aller se promener, où il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et je suis tombée sur Sainte Helena, sur sa tombe. Alors la tombe de Sainte Helena, c'est une espèce de baldaquin couvert de plantes grimpantes, de fleurs, de rosiers, avec sa photo. Et donc, je me suis renseignée sur Sainte Helena. Et en fait, elle n'a jamais été sainte. C'est les gens de Toulouse. Ce sont les laïcs qui l'ont proclamée sainte. Et d'ailleurs, le jour où j'étais allée voir la première fois, il y avait des ex-voto, des remerciements, des petits papiers. Et il y avait même des remerciements et des ex-voto signés de noms arabes, par exemple, ou musulmans. C'était très drôle. Enfin, c'était très, très bizarre. Et donc, cette Sainte Helena, paraît-il, était institutrice. Oui, c'est ça. Et donc, elle avait connu un jeune homme qui était très riche. Bien sûr, la famille du jeune homme n'a pas voulu qu'il se marie. Elle était pauvre. Donc, ils lui ont fait épouser une autre fille, une autre femme de la bourgeoisie. Sauf qu'ils se sont revus en cachette. Et puis, on ne sait pas trop s'il a été envoyé au front, ou s'il est mort pendant la Commune de Paris, ou envoyé... Enfin, on ne sait pas trop comment il est mort, mais toujours est-il qu'il est mort et qu'elle s'est retrouvée seule. Sans son amoureux. Et quand elle-même est morte, qu'elle a été emmenée au cimetière de Terre-Cabade, les gens qui suivaient et qui ont vu 2 colombes s'envoler au-dessus ensemble du cercueil. C'était l'âme d'Héléna et celle de son amoureux qui se rejoignaient enfin dans le ciel. Et depuis, Sainte Héléna est connue pour protéger les familles, raccommoder les gens qui s'entendent pas dans les familles, protéger les enfants aussi puisqu'elle était institutrice, guérir de certaines maladies. Et les gens, en effet, vont sur sa tombe où il y a une photo d'elle qui a été découverte depuis. C'est pas du tout sa photo, mais c'est pas grave. Et bon, il paraît que cette photo a du fluide, enfin qu'il y a du fluide à l'intérieur quand on pose la main. J'ai pas posé la main, j'aurais dû, mais bon, je l'ai pas fait. J'ai pas été au bout du test, mais bon, voilà. Et c'est une tombe, alors surtout au printemps, qui est très belle et très fleurie. Voilà, elle permet de trouver l'amour, de faire revenir le conjoint envolé, de consoler la famille, de retrouver la prospérité. Elle guérit aussi. Helena est une sainte polyvalente, laïque. Et très efficace. Mais à Terre-Cabade, au cimetière de Terre-Cabade. Il n'y a que la foi qui sauve, comme je le dis dans le Saint-Suaire de Cadouin. Oui. Alors, je vais continuer dans les histoires extrêmement originales que nous offre votre livre. Je vais passer maintenant à un personnage historique dont vous avez tous entendu parler, chers amis. C'est Simon de Montfort. Simon de Montfort
est quand même très contesté. Il a été appelé le loup, le lion, le fou, le tueur, un bandit. Enfin, il s'est battu contre les cathares et sa violence était très grande. Et je voudrais quand même passer la parole à Colette Berthès parce que ce sont des femmes qui l'ont fait disparaître. Il paraît. Et quand il a disparu, on a crié « Toulouse est libre, enfin Simon est mort, viva Tolosa ». Et c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé avec Simon de Montfort. Oui. Alors Simon de Montfort, tout le monde en a entendu parler. C'était le héros français de la croisade contre les Albigeois. Baron du Nord, descendu dans le sud pour... avec, les armées du roi. Avec les armées du roi, voilà. Il était contre les cathares. Voilà, contre la... Alors, c'était contre l'hérésie, bien sûr, mais je pense, c'est sûr, c'était aussi pour conquérir des terres riches et prendre des fiefs dont les seigneurs n'obéissaient plus à beaucoup au roi de France. Alors on dit que parfois il confondait les chrétiens et les bons chrétiens tellement il était devenu violent, il s'en fichait. Les croisés, pas seulement lui, avaient l'ordre dans certains cas de tuer tout le monde. Par exemple, Béziers entière a été passé au fil de l'épée. Oui. Donc c'était pas lui devant Béziers, mais c'était un de ses lieutenants ou amis, acolytes. Et il me semble, alors on ne sait plus si c'est l'évêque ou si c'est le chef de la croisade de la Béziers qui aurait dit qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des catholiques dans la ville et il y a des cathares et des hérétiques, on disait des hérétiques. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Cette phrase a beaucoup marqué. Oui, elle est connue. Et il y a eu beaucoup de villes comme ça entièrement. Pareil à Minerve. Voilà, et beaucoup d'autres, où toute la population a été massacrée. Donc Simon de Montfort n'était aimé ni par les catholiques, ni par personne. Par personne. Il était aimé par personne. Il y a beaucoup de massacres quand même. Beaucoup de massacres, de bûchers. Certains historiens disent que c'est à Minerve qu'il est devenu fou. Parce qu'en réalité, Minerve, toute la ville a été brûlée. Ouais. Ça a duré plusieurs jours, ce bûcher, et c'était tellement épouvantable que peut-être en a-t-il perdu la raison de voir... parce qu'aucune personne n'a abjuré sa foi à Minerve, donc toute la ville a été brûlée. Et c'est quand même épouvantable à voir. Et c'est après ce massacre qu'il serait devenu différent, fou. En fait, fou. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand il y a eu en 1213, il y avait eu la grande bataille de Muret, qu'on a commémorée ici, autour de Toulouse, où le beau-frère du comte de Toulouse, le comte d'Aragon, a été tué. Donc, défaite des armées coalisées Aragon-Occitane, disons, occitano-provençale. Et donc, victoire de la croisade. Mais Toulouse s'est révoltée ensuite contre Simon de Montfort, les a Toulouse chassés. s'est révoltée contre Simon de Montfort, les Toulousains tous. Ils ont chassés, ils ont remonté les murailles, ils l'ont mis dehors, et il a dû partir, il a dû s'enfuir. Et il est revenu ensuite pour essayer de reprendre Toulouse. Il a essayé de reprendre la ville. Voilà, et là, on raconte que ce sont des femmes tout à fait. Qui ont fait rouler des rochers et qui l'ont... Alors, en fait... des pierres. Oui, en fait, il y avait des pierrières, c'est-à-dire de l'autre côté des remparts, côté Toulouse, il y avait ces énormes machines qui lançaient des pierres sur l'armée de Simon de Montfort. C'était en juin 1218. Et les pierres étaient servies, puisque les hommes se battaient l'épée à la main ou avec des arbalètes, des arcs, et c'était les femmes qui servaient les pierrières. Oui. Voilà. Et donc, c'est une femme qui a tiré cette pierre, qui est tombée sur le homme, sur la tête de Simon de Montfort, qui lui a fait éclater la cervelle et qui a signé la fin du siège de Toulouse par Simon de Montfort, et les armées se sont enfuies. Bon, Toulouse a ensuite été reprise, écrasée, la royauté française a pris le dessus. Oui. Mais cette fois-là, c'est des femmes, en effet, et ces femmes sont célébrées. On peut voir la célébration de cette histoire-là sur le plafond de la salle des illustres au Capitole. Oui.
qui a été peint au 19e siècle, hein, mais qui célèbre cette bataille et cette victoire des femmes de Toulouse. Oui, surtout nous sommes quand même au XIIIe siècle, Oui. et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui se battaient, ou alors elles se battaient, mais c'était pas officiel comme les hommes, et il a fallu attendre combien de siècles pour que les femmes soient reconnues en tant que guerrières. En France, elles sont rentrées dans l'armée il y a très peu de temps. Oui, enfin, il y a toujours eu des femmes qui servaient, mais là, vraiment, toute la population, Était contre Simon de ça Montfort. me fait penser, mais c'est tout à fait autre chose, à ce qui s'est passé à Paris pendant la Commune, où femmes et enfants participaient aussi au soutien Tout à fait. aux gens qui étaient derrière les barricades. Ça fait penser à ça. Oui. Et toute la population qui était soulevée contre Simon de Montfort. Oui, oui. Mais Simon de Montfort, XIIIe siècle, hein, chers Ouais. amis auditeurs. Là, Oui, oui. la Mort, Commune, c'est plus récent. mort en ouais. 1218. Voilà, mort en 1218. Après, dans ce délicieux petit livre, vous nous parlez de la Croix de Toulouse. Oui, la le, croix. le symbolisme de la Croix de Toulouse. La croix occitane. Oui. C'est quand même une histoire assez incroyable. Il faut connaître notre histoire de la Croix de Toulouse. Vous savez, chers amis auditeurs, qu'elle est sur la place du Capitole, représentée par Moretti, qui l'a quand même stylisée dans une très belle croix. C'est, il me semble, depuis le Xe siècle que cette croix est représentée dans le monde. Alors, on ne sait pas trop exactement quand est-ce qu'elle a été choisie, ni pourquoi elle a été choisie. Il y a peut-être des historiens qui le savent, mais moi, je n'ai pas fouillé assez loin. Hein. Apparemment, il semble que la première fois où on l'ait vraiment vue, c'est au XIe siècle. Oui, c'est ça. Hein, oui. Avec un ancêtre de Raymond VI, justement, avec Raymond IV, qui était comte de Toulouse, et ils étaient aussi... Provence, Saint-Gilles en particulier. Et c'est en sur route pour la Palestine. Voilà, à Antioche. Voilà. C'est là, paraît-il, qu'elle a été vue pour la première fois, mais il avait dû partir peut-être avec cette croix de Toulouse, on n'en sait rien. Et sur les oriflammes du comte de Toulouse, on l'a vue flotter pour la première fois d'après les chroniqueurs. Est-ce qu'elle existait avant ou pas? Je n'en sais rien. Je ne suis pas vraiment une historienne réelle, je suis historienne amateur, donc je ne suis jamais allée chercher aussi loin, ni dans les archives, ni ailleurs. Voilà, et je n'ai pas vu nulle part. Mais apparemment, c'est là où on l'aurait vu la première fois. Donc, c'est une croix à branches égales, terminée par des boules, 3 boules chacune, donc 4 fois 3, 12. Ce qui fait que Moretti, on peut mettre les 12 mois de l'année ou les 12 signes du zodiaque. Il en a profité pour mettre les 12 signes du zodiaque, voilà, ce qui est assez intéressant quand même, comme on peut symbolique. mettre ce qu'on veut. Et... Chers amis auditeurs, elle est toujours d'actualité puisqu'on la voit de plus en plus partout. On la voit partout maintenant, oui. Ça, elle est toujours d'actualité. Elle symbolise Toulouse quand même et l'Occitanie. Avec le rouge et le noir comme couleur, qui était la couleur des capitouls, comme je dis toujours, et qui est aussi la couleur... de la vie et de la mort. De la vie et de la mort, et puis de certains sportifs toulousains, n'est-ce pas? Oui, de certains sportifs toulousains, dont le livre ne fait pas référence, mais que nous n'oublions jamais. Chers amis auditeurs, nous allons faire une petite pause, et nous avons choisi quelque chose d'assez classique, puisque nous sommes là à Toulouse et en pleine Occitanie, je dirais, et nous avons choisi comme musique de faire passer ces cantos.
Parole d'auteur. Bellita de Bangi. Colette Berthès, je vous redonne la parole pour nous faire un petit historique sur ce chant que nous venons d'entendre, c'est canto. Alors, c'est canto ou che canto est l'hymne occitan. Depuis plus d'une centaine d'années. Il est attribué à Gaston Phébus, mais on ne sait pas du tout. C'est peut-être pas du tout lui, c'est peut-être été inventé au 19e siècle. Et moi, je l'aime beaucoup, en dehors de mes racines occitanes et de la langue. Je l'aime beaucoup parce que c'est le seul hymne national, entre guillemets, puisque l'Occitanie n'est pas une nation, mais c'est le seul hymne qui n'est pas un hymne guerrier, mais qui est un hymne qui parle d'amour. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Oui, c'est pour ça que nous pouvons tous apprendre ces cantos. Oui, tout le monde peut le chanter, il n'y a aucun problème. Je reviens au guide secret de Toulouse et je vais maintenant aborder les protestants au XVIe siècle. Parce que s'il y a eu les massacres des Cathares, il y a eu d'autres massacres. Il y a eu aussi le massacre des protestants. Oui, tout à fait. Et il y avait à l'époque, au XVIe siècle, 4 à 5 000 protestants à Toulouse et qui ont dû fuir la ville pour se réfugier à Montauban. Tout à fait. Pouvez-vous, chère Colette, prendre la parole? Oui, alors en fait, il y a eu une sorte de Saint-Barthélemy à Toulouse, elle ne s'est pas appelée comme ça, mais qui a suivi celle de Paris et qui en fait a été, on va dire... qui a été menée par 2 catholiques ultras qui avaient participé à la Saint-Barthélemy à Paris. Qui étaient-ils? Alors, moi, comme je ne suis pas historienne et que le livre est vieux, c'est la famille Delpech. Ah. Alors, je ne sais pas les noms. Delpech est un nom très courant ici. Oui, hein. oui, il y a plein donc... de Delpech qui vont peut-être écouter. Il ne faut pas croire qu'ils étaient de leur famille. Hein, voilà. Oui, on ne va pas tous vous accuser. Non. Donc, ces Delpech mènent une cabale et des hommes armés et vont chasser les protestants de Toulouse. Enfin, ils sont déjà contre, ils essaient de les chasser, mais ils ne peuvent pas. Mais par contre, la Saint-Barthélemy à Paris, à laquelle ils participent en 1572, au mois d'août, et ils y participent activement apparemment, quand ils reviennent à Toulouse, ils vont s'attaquer aux protestants qui ont été emprisonnés. Alors on dit certains étaient emprisonnés parce qu'ils étaient protestants, d'autres disent qu'ils avaient emprisonnés pour les protéger. Oui. Pour pas qu'il se passe contre eux ce qui s'était passé ailleurs, puisque c'était souvent des hommes d'affaires, des familles bien insérées, des consuls, voilà. Même les consuls protestants ont été emprisonnés. Oui. Oui. Et donc, ces Delpech, avec 200 ou 300 personnes, prennent la prison d'assaut, sortent les protestants et les massacrent. Et les massacrent et vont pendre les 3 parlementaires qui étaient emprisonnés et qui vont être pendus dans leurs habits, justement rouge et noir de parlementaires, devant le tribunal. Il faut ajouter que, en plus de ces idées religieuses, on a pillé les biens des protestants. Oui. Donc ce ne sont pas quand même que des idées religieuses, parce que piller plaît aussi à ces barbares. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Juifs auparavant. Oui. Voilà, il s'agissait aussi de prendre les biens de gens qui avaient des maisons, de l'argent. Voilà, c'était les deux. Hein, les deux. La religion en bon dos, là. Voilà. Oui, les guerres de religion, c'est comme la croisade, il y a le côté religieux qui est le prétexte, et puis il y a celui qu'on ne peut pas dire, qui est de récupérer de l'argent ou des terres ou des biens. Il y a les deux prétextes. Enfin, le prétexte est religieux pour les gens qui font ça, mais derrière, c'est surtout s'accaparer des biens. Je vais être épouvantable, je vais rajouter quelque chose. Je vais dire aussi pour qu'ils s'occupent, ces messieurs. C'est épouvantable. Bon, je pense aussi qu'il faut replacer ça dans le Moyen-Âge, où la religion était... Il n'y avait que ça. Où la religion tenait tous les moments de la vie. Tous les moments de la vie, et la bataille pour les hommes, il n'y avait que la bataille, puisque... C'était la bataille pour Dieu aussi, entre guillemets, et on le voit quand on lit d'autres récits. Que savaient-ils faire d'autre ? Que faisaient-ils d'autre, à part ceux qui étaient obligés de travailler, mais sinon, dans leur château, ils ne pouvaient pas passer leur temps à écouter
C'est des gens. En plus, les dépêches ou autres, c'était des gens simples. Hein, c'était pas les gens. Pour parler de ces deux-là. Oui, non, mais même les gens qui massacraient et autres, c'était souvent des gens les armées, la plupart des gens dans les armées, c'était pas le service militaire comme il y a eu après, c'était des gens qui étaient payés pour aller se battre. Donc voilà. D'autres étaient payés en terre. Des gens comme Montfort ou autres ont eu des terres et des châteaux. Les simples soldats étaient payés. Dans l'histoire des protestants, les gens qui pillaient, ils pillaient les maisons, mais ils repartaient avec les bras chargés. Donc il y avait aussi tout ce côté-là de s'accaparer des choses. Voilà. En même temps que la gloire de défendre la vraie religion, avec des guillemets, bien sûr. Je mets des guillemets. Donc il ne faut pas oublier ce côté. La religion et ce qu'il y avait à côté. Oui. Dans notre analyse des faits de l'histoire à l'époque. Il y avait les deux. Voilà. Il y avait les deux, d'après moi. Oui. D'après... Plus des vengeances personnelles sur des voisins, plus tout ce genre de choses qui peuvent se passer. Voilà. Oui. Ça aussi, bien sûr. Alors, dans les histoires importantes qui ont existé dans la région, je voudrais parler au XVIe siècle d'un jeune homme qui s'appelait Martin Guerre. Oui. Qui était un jeune ariégeois, qui était parti 8 ans qui a eu 18 ans d'absence dans l'armée et qui revient au bout de 8 ans. Que se passe-t-il dans un village ariégeois où un homme arrive en disant « Je suis Martin Guerre ». Je vous laisse la parole, Colette Berthès. Alors, beaucoup de gens le savent parce qu'ils ont vu le film sûrement Martin Guerre, je crois que c'était avec Depardieu, il me semble. Mais enfin, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie de la région. Voilà, ça on l'oublie souvent. Donc, Martin Guerre revient chez lui, de guerre, 8 ans après. Donc, il était sûrement changé, 8 ans dans les camps, sûrement maigre, enfin bon. Et sa femme le reconnaît. Donc, ils se remettent à vivre ensemble, ils ont 2 enfants, et puis quand même, il y a des gens autour, dont un oncle qui dit, mais quand même, il ne ressemble pas, peut-être qu'il n'a pas les mêmes souvenirs, qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas, enfin bon. Il y a un oncle qui est un peu dubitatif. Voilà, il y a un oncle dubitatif. Il s'appelle Pierre, qui est dubitatif, et d'autres voisins aussi qui commencent à... Et puis, il y a un ancien soldat qui un jour... Qui débarque. Et qui dit d'abord, Martin Guerre, moi je l'ai connu, en fait, il a été blessé, il avait été obligé de l'amputer d'une jambe. Donc il a une jambe en bois. Ça peut pas être le bon. Donc tout ça prend du temps, puisqu'il y a 2 enfants qui naissent et qui grandissent. Et que Madame Guerre ne dit rien. Ne dit rien. Non. Elle doit être très contente, voilà. Et finalement, il y a une enquête, il est reconnu comme n'étant pas le vrai Martin Guerre. Oui, puisque Martin Guerre revient. Alors, en fait, il revient en plein tribunal, parce qu'il y a un jugement, il y a un tribunal, il y a une affaire qui est instruite par Jean de Coras, qui était d'ailleurs un consul, mais protestant, justement. Oui, avant d'être assassiné. Il a été assassiné. Il a été assassiné dans les 3 qui ont été assassinés. Et donc, sa femme défend toujours son mari, Martin Guerre, sauf que coup de théâtre, pendant cette audience, le vrai Martin Guerre, avec son pilon de bois, débarque. Et donc, se fait reconnaître. Oui, alors là, c'est terrible, parce que donc le mari de Madame Guerre va finir assassiné. Eh bien oui, il va être roué, il va être brûlé, il va être il est brûlé sur le bûcher. Il est brûlé sur le bûcher. Pendu d'abord, parce la plupart c'est rare quand on brûlait les gens vivants. Heureusement. La plupart du temps, à part les cathares, justement. À part les cathares. Et les sorcières. Oui. Mais les autres, souvent, c'était pas mieux. Ils étaient ou pendus, ou roués de coups sur la roue, comme l'affaire Calas. Il a été d'abord torturé, roué, avant de finir sur le bûcher, puisqu'il fallait qu'aucune particule du corps, que toutes les particules du corps soient purifiées. Et qu'il fallait que rien ne puisse rester du corps de ces sorciers ou de ces hérétiques. C'est pour ça que le corps de Calas a été brûlé alors qu'il était mort. Par contre, Jeanne d'Arc sorcière a été brûlée vivante, voilà. Ah, je ne connaissais pas cette différence, oui. Oui, les cathares étaient brûlés vivants. D'accord. Et par contre, les cathares morts, leur corps était exhumé et était brûlé sur le bûcher. Quelles horreurs à cette époque.
Et C'était il y en a vraiment- eu à notre époque aussi, qui ressemblait à ça dans certains pays. Oui, bien Donc, sûr. Mais bon, là pour le moment, nous sommes sur l'histoire à Sur Toulouse. Voilà, Nous sommes mais sur Toulouse et ses environs. malheureusement, les hommes sont bien capables Bien violents. du meilleur comme du pire. Voilà. Bon, alors l'affaire Martin-Guerre, ça se passe dans l'Ariège, qui est évidemment limitrophe. Et à Toulouse, puisque Voilà. le jugement s'est fait à Toulouse. Voilà, la Ouais, fin de Martin-Guerre se passe Ouais, à Toulouse. Alors, vous avez parlé de l'affaire Calas. Eh ben, alors, nous allons continuer avec l'affaire Calas, parce que l'affaire Calas est aussi Alors, toulousaine, l'affaire- complètement Oui, toulousaine. en fait, l'affaire Calas est toulousaine, mais elle est connue parce qu'elle est devenue une affaire internationale. Grâce à Voltaire. Grâce à Voltaire. Bon, ça, j'ai été obligée d'en parler parce que c'est tellement... C'est tellement important. important. La symbolique est considérable. Voilà. Mais après, dans un guide, c'est ce que je me demandais. Je me demandais est-ce que je dois aussi, parce que dans un guide pour l'affaire Calas, à part une plaque sur un mur de maison, il n'y a rien. Il n'y a rien, oui. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que l'affaire Calas est toulousaine. Donc, c'est pour ça que je vous le rappelle, amis auditeurs. Voilà. L'affaire Calas, c'est en plein cœur de Toulouse. Hein. Oui, et on trouve beaucoup. Bon, d'abord, on trouve le fameux discours de Voltaire. Oui, je suis plus sûre quelle page c'est, mais non, c'est parce que je vais vous dire pourquoi je cherche les pages dans mon livre. C'est que autant je me rappelle des histoires et autant j'ai beaucoup de mal avec les dates. À Oui, part c'est Marignan 1515 et puis quelques dates comme ça, j'ai beaucoup de mal avec les dates. Mais bon, c'était pour voir un petit peu. En fait, l'affaire Calas. Voltaire est venu après la mort Oui, de Calas. oui, oui. Voilà. Mais c'est bien qu'il soit venu, parce que sinon, cette affaire serait complètement éteinte. Tout à fait. Puisque vous dites dans le livre qu'en réalité, bien qu'il ait été réhabilité, Calas, Oui. dans les livres des juges, on n'a pas voulu effacer le nom de Calas. Non, puisque le jugement, il y a eu du mal d'ailleurs à rendre le jugement de son... Ils ont eu du mal à se mettre d'accord pour le déclarer coupable. C'est Ça sûr, a été c'est sûr que c'est très, pas très facile. discuté. Mais une fois que la chose avait été jugée, comme souvent en justice, ils ne voulaient pas revenir en arrière. Donc le jugement n'a pas été effacé. Et l'affaire Calas est connue grâce à Voltaire, bien sûr, qui a écrit ce fameux libelle, je crois qu'on disait un libelle, et qui en a fait devenir une affaire internationale, puisque... Oui, qu'on a étudié à l'école quand même, plus oui, ou moins. Oui. Puisque c'est devenu européen, et que les Calas ont été réhabilités à Paris, Oui. pas à Toulouse. Oui, à ils ont Paris. été réhabilités à Paris. Oui. Dans la symbolique, bon, c'est une affaire internationale, en C'est une effet. affaire puisque l'intelligentsia, je vais dire européenne, à cette époque-là, parlait encore beaucoup français et que Voltaire était déjà connu En Europe. en Europe. Donc tout ce qu'il faisait ou écrivait, il était très connu. Oui, était avait suivi. écho, Avait faisait écho Il ne faut pas partout. oublier non plus qu'on est en 1765, donc peu de temps avant la Révolution française, et que les idées déjà révolutionnaires sur la justice, la royauté, l'égalité, la justice, étaient déjà dans l'air, hein. Pas Oui. seulement avec Voltaire, avec des tas d'autres auteurs, écrivains, dramaturges, c'était déjà dans l'air. Vous voyez, chers amis auditeurs, l'importance de Toulouse dans le monde, en Europe en tout cas. Cette horrible affaire Calas, quand même, a fait réfléchir énormément de gens Tout à fait. sur les erreurs de la justice. Et le fait d'assassiner ou de condamner à mort quelqu'un alors qu'après on le retrouve innocent. Oui, surtout comme vous disiez tout à l'heure, une mort épouvantable. Une mort épouvantable. On a beaucoup parlé, on a parlé entre autres des capitouls. Oui. Peut-être faudrait-il faire un petit rappel de qui sont exactement les capitouls, de quand sont arrivés les premiers capitouls. Bon, moi je sais que c'est au XIIe siècle, mais combien de siècles ont-ils duré et comment ont été choisis les capitouls? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit récapitulatif? Parce que ces hommes en rouge et noir qu'on voit sur nos nombreux tableaux quand nous promenons dans Toulouse et qui ont eu une importance considérable et qui faisaient que Toulouse était une ville très indépendante, ce qui ne plaisait pas aux gens du Nord. Qui étaient ces capitouls? En fait, ces capitouls, c'était des gens au départ qui avaient été nommés par le premier comte de Toulouse et par son fils.
c'était des bourgeois, des riches bourgeois, oui, alors qui étaient soit des commerçants, soit des gros propriétaires fonciers, souvent les deux d'ailleurs, hein, puisqu'il y en a par exemple à l'époque du pastel qui avait à la fois le commerce du pastel, d'autres étaient avocats, d'autres étaient juges, c'était vraiment la bourgeoisie toulousaine. Je voudrais apporter une petite précision. Vous avez dit le mot de commerçant. À l'époque, en France, les commerçants n'avaient pas de poste important. Donc, c'est quand même preuve que Toulouse était une ville extrêmement moderne et d'avant-garde pour donner des postes aussi importants que le titre de capitoul à des hommes qui n'étaient que commerçants. Qui n'étaient pas des nobles. Qui n'étaient pas des nobles. Il y avait des nobles dans les capitouls. Il y en avait aussi, mais il n'y avait pas que ça. Donc, les commerçants étaient reconnus. Pour des gens intelligents, tout à fait aussi intelligents que les autres, et on leur avait donné une place importante, puisque les capitouls rendaient la justice. Alors au départ, ils s'occupaient que de commerce et d'économie, mais peu à peu, en effet, ils ont eu d'autres prérogatives, dont celle de rendre la justice. Oui. Il y avait alors comme je le dis dans le livre, il y avait plusieurs cours de justice à Toulouse. Hein. Oui. Donc les capitouls, dès le XIIe siècle, s'occupaient déjà toutes des questions de commerce. Mais ils étaient riches. Ils étaient même souvent plus riches que les comtes et autres. Ils prêtaient d'ailleurs. Alors dans les capitouls aussi, justement, il y avait des cathares, puisqu'on a vu Morand qui était capitoul. Il y avait des juifs. Oui. Puisque beaucoup de juifs étaient aussi, avaient pignon sur rue, étaient riches, et il y avait des catholiques. Et des protestants et aussi. Après, plus tard, les protestants. Mais au XIIe siècle, il n'y avait pas encore de protestants, puisque sûr. C'était les cathares. Ça n'existait pas. Mais après, il y a eu, bien sûr, des protestants dedans. Donc, ils sont devenus, ayant le pouvoir, la richesse, l'économie, le commerce, ils sont devenus de plus en plus indépendants, et ils ont pris de plus en plus de pouvoir. Oui. Et ce qui déplaisait à Paris. Ce qui déplaisait à Paris, mais pas au comte de Toulouse, qui, lui, s'occupait d'autre chose. Oui. Donc, après, au début, ils ont été nommés, mais ensuite, ils ont été élus. Ils étaient élus par leur père ou par la population, pas par tout le monde, hein, mais par d'autres bourgeois, d'autres commerçants. Donc, ils contrôlaient aussi chacun, il y avait plusieurs, je crois qu'il y en avait 12, il me semble, capitouls, qui représentaient chacun un quartier de Toulouse, intramuros, ou des bourgs alentours, puisqu'il y avait d'autres petits bourgs qui étaient rattachés à Toulouse. Et il rendait aussi, il y avait une cour de justice des capitouls. C'était pas la seule, mais il y avait plusieurs cours de justice à Toulouse, et eux aussi rendaient la justice. Donc dans l'affaire Calas, c'est eux qui ont rendu la justice, puisqu'il s'agissait d'un crime fait sur des Toulousains, avec des Toulousains qui étaient impliqués et qui avaient eu lieu à Toulouse. Donc ils avaient le droit de rendre la justice sur ce crime-là. Voilà. Alors, il ne nous reste pas énormément de temps. Dans le livre, je dirais que vous faites l'éloge de certaines femmes qui ont eu des rôles importants dans l'histoire de Toulouse. Oui. Par exemple, même si c'est une femme qui a tué Simon de Montfort, c'était très important pour que Toulouse redevienne une ville libre. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des jolis rôles, par exemple la Belle Paul ou Clémence Isor, oui, etc. On ne sait pas si elle a existé ou si c'est une légende, on mais c'est pas grave. On ne sait pas si c'est une légende, ça ne fait rien. Je voudrais dire que l'amour courtois s'est beaucoup développé à Toulouse, et je voudrais mettre une femme à l'honneur qui n'est pas très connue à Toulouse et qui a eu un rôle très important. C'est Victoire, qui a été une résistante. Alors, Victoire, c'est son premier nom de guerre, et ensuite elle est plus connue. Oui. Alors, allez-y. Sous le nom de Françoise, voilà. Voilà. Alors, cette femme qui a été extraordinaire, qui était tout simplement couturière, elle s'est débrouillée pour sauver des gens parce qu'alors là, je vous parle du XXe siècle. Carré. Pendant la dernière guerre, elle a fait passer des gens, elle entre elle dans le réseau Pat Oleari, et elle fait passer en Espagne des aviateurs alliés. Son nom de code est Françoise, et elle a une boutique, chers amis, écoutez bien, rue de la Pomme, où elle reçoit en tant que couturière. Donc elle a une double face, elle est d'un côté, elle est résistante, et de l'autre côté, elle est couturière. La bourgeoisie vient se faire habiller chez elle, et elle a un rôle extraordinaire. Extraordinaire, oui. Voilà, pendant la dernière guerre. Ouais. Donc, cette Françoise, nom de guerre Françoise. Marie-Louise Dissart, de son vrai nom. Voilà, elle était spécialiste du camouflage, elle a déguisé des clandestins, elle leur trouve des cachettes sûres, elle a sous ses ordres une 50aine d'agents, passeurs et autres. Il lui arrive même
à 63 ans, de convoyer des aviateurs à travers les Pyrénées. Son réseau a sauvé 700 combattants. Oui. Voilà, nous allons terminer sur une héroïne qui n'est pas très connue à Toulouse. Mais Il y a un lycée Françoise. Ah voilà, mais moi je ne savais pas. Qui fait d'ailleurs de la couture ou des choses comme ça, il me semble. C'est un lycée qui est lié aussi à cette histoire. À cette histoire, mais elle n'est pas connue, elle est morte dans l'oubli. Elle est morte dans l'oubli. Or, elle a sauvé quand même un nombre important de gens. 700 personnes. Alors, Colette Berthès, je voudrais vous remercier d'être venue nous présenter ce livre que je recommande absolument à tout le monde, Guide secret de Toulouse. Je trouve qu'il faudrait l'envoyer à monsieur le maire pour qu'il le fasse connaître dans les écoles, pour que les enfants de Toulouse et des environs connaissent l'histoire de la ville, parce qu'évidemment, il y a encore bien d'autres thèmes qui sont abordés, le pastel, le musée Labitte, le musée... Les Gaulois, les Romains, les Visigoths, tout ce qu'on veut. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés. En fait, ce livre, c'est un livre à mettre dans son cartable, dans son sac à main, qui nous fait découvrir la région. Mais il faut aller plus loin. Oui. Je dirais, c'est une esquisse de notre région, de notre merveilleuse région. Je crois que vous avez compris que Colette Berthès adorait la région, moi aussi d'ailleurs. À Radio Présence, nous aimons beaucoup parler de cette Occitanie, de ce Toulouse qui est une si belle ville. Voilà, donc Guide secret de Toulouse, aux éditions Ouest France. 4e réédition, preuve que ce livre marche très bien. Achetez-le, offrez-le et visitez Toulouse avec un œil différent parce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir que vous ne connaissez pas ou qu'il faudrait approfondir. Chers amis auditeurs, à bientôt.